Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Hors-Jeu Capital, 84e numéro du podcast pour revenir sur l'actualité du Paris Saint-Germain et l'actualité dont on va débattre aujourd'hui, c'était évidemment le match contre Brest, la belle victoire 3-0 du Paris Saint-Germain pour la deuxième de Pochettino. Il n'a pas manqué son retour au parc, l'ancien joueur du PSG. Et pour en parler justement, je vais vous présenter l'équipe qui m'a accompagné. Je fais mon retour, c'est Clément qui m'a brillamment remplacé la semaine dernière. J'ai pris quelques vacances et maintenant je suis de retour en forme pour le retour de l'actualité, toute l'actualité du Paris Saint-Germain, décryptée par évidemment nos chroniqueurs que je vais vous présenter. Mousse qui est avec nous tout d'abord. Comment ça va, Mousse ? Salut Hugo, salut à tous. Écoute, ça va. Moi, j'ai pas eu la chance de faire du ski, mais écoute, je vais bien. Je n'ai pas ton teint en tout cas. J'ai pas précisé les vacances, je peux vous dire, j'étais à la Clusaz, dans les Hautes-Alpes, en Rhône-Alpes, mais voilà, très sympa, c'est des petites vacances à la montagne, ça fait du bien de respirer un peu. Yacine Amnet qui est avec nous également. Ça va, Yass ? Ouais, ça va. Juste la Clusaz, c'est en Haute-Savoie, c'est pas dans les Hautes-Alpes, mais c'est pas grave. Oui, en Haute-Savoie. Oui, n'importe quoi. Oui, les Hautes-Savoie, pardon, excuse-moi. Tu as raison de préciser. Si tu veux, je te laisse Clément revenir au podcast, si c'est moi qui. Non, mais parce que je connais bien, j'ai habité là-bas 8 ans, donc. Oui, en plus, tu m'as dit que tu connaissais bien Megève, etc. Parce que j'ai des photos. Donc, Et puis c'est pour éviter les commentaires. Ouais, c'est pas en Haute-Alpes. Oui. Tu as raison. Tu anticipes les commentaires, c'est très bien, Yass. Et enfin, Nicolas Puravo qui est avec nous. Comment ça va, Nico ? Ça va. Je ne dirai pas où je suis allé parce que j'ai peur de me faire prendre de voler par Yacine, mais je vais. C'est la précision du podcast, il ne faut pas faire d'erreur, qu'elle soit dans les analyses, dans les chiffres ou dans les destinations. Je suis au Chesnay, moi, dans les Yvelines, ça c'est sûr. Et là, je suis de retour à Paris, dans le 15e. Donc voilà, on est bien, on est rentré. Et on va pouvoir parler donc du Paris Saint-Germain. Et cette victoire 3-0 du PSG face à Brest pour le deuxième match de l'ère Pochettino, le technicien argentin n'a pas manqué son retour au parc, comme je vous le disais, s'est imposé contre cette bonne équipe de Brest. Une victoire 3-0 avec des buts de Moeskin, Mauro Icardi qui faisait son retour, Pablo Sarabia. Le PSG est deuxième au classement derrière Lyon à 1 point, puisque Lyon a fait nul contre Rennes de partout. Ça a été chaud, mais ils ont égalisé à la fin dans les dernières minutes. On va revenir sur plus de thèmes, évidemment. On ne va pas faire un podcast non plus entier sur le match, puisqu'on est déjà à J+2 du match, mais plusieurs thèmes qu'on a choisi de traiter aujourd'hui, avec tout d'abord, en premier lieu, la prestation des Parisiens. Après le match nul 0-0 contre Saint-Etienne, 1 partout contre Saint-Etienne, un petit peu décevant dans le contenu. Nico, dans la prestation des Parisiens, on a vu des choses quand même nettement meilleures, en tout cas dans ce que veut apporter Pochettino, dans l'intensité. On voit déjà quelques éléments, les prémices de ce que veut mettre en place Pochettino par de l'intensité, du pressing, mais il faudra que tous les joueurs soient concernés pour arriver à ce genre de prestation avec cette victoire 3-0 contre Brest. Ouais, c'est exactement ça, Hugo. On a commencé à voir, je ne vais pas dire la patte Pochettino, c'est beaucoup trop tôt, il n'y a pas eu assez de travail. En off, je ne veux pas parler de patte Tourelle, voilà. Pardon, de patte Pochettino, l'entraîneur allemand qui est encore dans mes esprits, mais voilà, de prémices en tout cas, parce que quand tu n'as que 5-6 entraînements et 2 matchs, tu ne peux pas voir vraiment encore, tu t'appuies sur ce qui a déjà été fait avant. Voilà. Ouais, par contre, tu commences à voir ce qu'il veut. Bien sûr. Ça, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'on l'avait vu un petit peu à Saint-Etienne, mais ça avait duré 20 minutes à peu près, puis après, ça avait été plus difficile. Là, sur le match de Brest, ça a été un peu plus long comme séquence. Il y a notamment eu toute la première période qui était intéressante. Et effectivement, un jeu rapide. Tu sens que Pochettino demande à l'équipe de ne pas trop garder le ballon derrière, à faire tourner de manière inutile. Il y a cette volonté d'aller assez vite quand même dans les transmissions, aller vite devant. Tu as un bloc quand même positionné très haut. Tu as une vraie volonté de presser à la perte du ballon qui m'a vraiment plu parce que pendant 15-20 minutes, Brest a été incapable de sortir de ses 25 mètres. Donc vraiment très intéressant. Après, il va falloir du temps parce que c'est une technique, c'est un fond de jeu qui tu sens ce que veut faire Pochettino, mais voilà, il y a quand même un gros souci par rapport à tout ça, c'est le physique. Cette équipe-là n'est pas encore prête physiquement. Ça baisse de pied régulièrement. Alors, il va falloir apprendre à mieux gérer les temps faibles, mais c'était intéressant en tout cas. C'était un match intéressant, même s'il y a aussi beaucoup de choses à dire qui ont été un peu plus ennuyeuses, mais globalement, j'ai trouvé que c'était pas un match abouti, mais un match intéressant. Ça va dans la bonne direction et il y a du progrès par rapport à Saint-Etienne. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on va attendre maintenant. C'est à chaque match de voir justement un petit peu mieux, un peu plus longtemps, un petit peu. Voilà, ça va être, à mon avis, l'axe de travail de cette équipe. Yacine, c'est vrai que c'est intéressant ce que dit Nico parce qu'il y a une évolution, en tout cas depuis le match contre Saint-Etienne. Dans ce deuxième match, on a vu des choses
ce que veut mettre en place Pochettino un peu plus longtemps, sur une plus longue période. Évidemment, le PSG n'a pas été brillantissime. Il faut laisser du temps à Mauricio Pochettino, avec en plus des retours de blessures qui sont attendus, des joueurs disponibles qui doivent monter en puissance physiquement. Ils n'ont pas dominé sur 90 minutes, mais en tout cas, sur des séquences de jeu, on a vu les Parisiens intéressants. Ils ont affiché des choses intéressantes dans le jeu. Et d'ailleurs, c'était logique qu'ils mènent à la pause et qu'ils terminent le match, même si ça s'est décanté vers la fin pour les 2 autres buts de Mauro Icardi et Sarabia. C'était logique cette victoire contre Brest. Brest qui a fait un très bon match aussi par ailleurs. Oui, on l'avait dit que Brest était une équipe joueuse et ils l'ont montré. Voilà, ils ne se sont pas cachés, ils ont joué. Ils ont essayé de mettre en place et collectivement, ça a été une bonne opposition en tout cas. Pour le PSG, oui, je vais rejoindre Nico. En fait, il y avait 2 solutions. Soit s'appuyer sur ce qui avait été fait avant, alors, je ne sais pas quoi, mais en tout cas quelque chose, et jouer sur l'humain, en fait, remotiver les joueurs, ou te dire, bah oui, j'ai un mois avant Barcelone, parce qu'on sait que la vraie échéance, c'est celle-là, et mettre en place le plus rapidement possible ce que je veux. Et je pense que Pochettino est parti là-dessus, en se disant, on va mettre en place, et puis ça prendra le temps que ça prendra, en essayant d'aller le plus vite possible. Le problème, c'est qu'il y a des joueurs qui ne peuvent pas faire ça, donc automatiquement, collectivement, tu as des lacunes. Maintenant, dans les principes, en tout cas, oui, ils sont identifiés. Le pressing haut, certains circuits de passe déjà. Voilà. Après, il y a des joueurs qui sont en difficulté. Il y a aussi des joueurs qui ne travaillent pas pour le collectif. On y reviendra après. Mais ça met en déséquilibre le collectif. Et ça, il va falloir que Pochettino trouve une solution rapidement parce que si tu veux presser haut, moi je le dis souvent, c'est pas le joueur qui presse qui récupère le ballon. Mais si devant ça presse pas, ou en tout cas ça se replace même pas, bah derrière tu peux te mettre en place comme tu as envie, il va y avoir des trous. Il y a une action qui est symptomatique en première mi-temps quand Brest fait un contre sur le côté droit du PSG, où en fait tout le monde est mal positionné et en 2 passes il trouve la profondeur. C'est pas normal. C'est pas normal qu'en 2 passes Brest arrive à te transpercer. Donc voilà, il y a des choses à régler évidemment. Il y a des joueurs dont on attend le retour. Mais en tout cas, dans les principes, on sent où Pochettino veut aller. Mousse, pour résumer un peu ce que disait Nico et Yacine, qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans ce match contre Brest par rapport à ce que tu as vu à Saint-Etienne? Déjà, comme l'a dit Nico tout à l'heure, la première mi-temps et l'attitude des joueurs, c'était mieux qu'à Saint-Etienne parce que sur la durée, ça a duré quasiment toute la première mi-temps. Donc, on a vu beaucoup de pressing, des récupérations directement à la perte de balle. On voyait des 2-3 joueurs sur le porteur du ballon. Il y a eu plein de choses. Il y a eu le rôle de Verratti, intéressant, même si on avait expliqué que ça ne devrait pas durer avec le retour de Neymar. Mais le positionnement de Verratti plus haut, on le voit, il a même tiré au but. Donc, ça prouve que ce n'est pas une si mauvaise idée que ça. Et puis voilà, non, c'était une bonne première mi-temps. Après, la deuxième mi-temps, on voit que Pochettino, contrairement à Tuchel, il fait des changements assez tôt parce que je pense que le rythme il est un peu difficile. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des joueurs qui n'ont plus l'habitude de mettre autant de rythme et autant de faire autant de courses, etc. Donc, je pense que Pochettino, ça, il l'a bien compris et on voit que contrairement à Tuchel, et Yacine s'en plaignait souvent, hein, les premiers changements de Tuchel, c'était parfois après la 75e. Parfois, c'était même inutile. Là, on voit que Pochettino, dès la 60e, il commence déjà à faire des ajustements. Donc non, c'est comme vous l'avez tous dit, on voit où Pochettino veut emmener son équipe. Après, c'est toujours plus facile face à une équipe qui est joueuse. Et Brest l'a été, même Saint-Etienne, dans son style, l'a été aussi un peu, tu vois. Maintenant, il faudra voir avec des équipes un peu plus compactes qui jouent en bloc derrière. Là aussi, ça va être difficile. Et la complexité aussi pour Pochettino, c'est que comme il n'a pas encore son équipe type, et surtout son facteur X qui est Neymar, donc ça va être compliqué de mettre en place ses principes avec toute son équipe type. Et est-ce que lui, dans son esprit, il a déjà une équipe type malgré les absences? On verra. Là, il y a eu quelques retours. Il y en aura d'autres la semaine prochaine. Neymar, je ne suis pas sûr qu'il soit prêt pour Marseille. Ça paraît peu probable. Pas beaucoup d'entraînement collectif. Mais dans l'ensemble, en tout cas, on peut être optimiste de ce qu'on a vu, en tout cas, le peu à Saint-Etienne et un peu plus à Brest. Ouais, on peut être optimiste.
Mousse, la question que je t'ai posée, ils l'ont posée aussi en conférence de presse d'après-match à Pochettino sur ce qu'il avait préféré par rapport au nul contre Saint-Etienne mercredi dernier. Et là, le technicien argentin a répondu, la réalité, c'est que nous avons encore peu de vécu en commun, comme le disait un peu Yacine. On vient de jouer 2 matchs très compétitifs et difficiles. La principale satisfaction réside dans les efforts et l'application des joueurs qui sont ouverts à de nouvelles idées. Ça, c'est intéressant, je trouve, dans les déclarations de Mauricio Pochettino. Mais le staff aussi réalise un travail énorme dans une période difficile. Logiquement, on a vu de l'amélioration par rapport à la partie à Saint-Etienne. Tout d'abord avec la victoire qui est très importante, mais aussi avec des concepts mieux travaillés qui nous donnent de la satisfaction, espérant que cela continue. C'est vrai que c'est ce qui est intéressant, Nico, c'est que les principes que met en place Pochettino, des courses à intensité, un pressing permanent, il voit un fil conducteur et il voit que ça commence à venir. Mais évidemment, comme je disais, il faudra que toute l'équipe se mette au boulot parce que on a vu en début de deuxième période que le PSG a baissé d'intensité et c'est là aussi qu'on a vu la belle période de Brest avec les plusieurs actions, notamment de Franck Honora, je pense à un bel arrêt de Kayor Navas, et que là, le PSG a été un peu plus dans le creux physiquement. De toute façon, c'est le déséquilibre qu'on voit la plupart du temps dans cette équipe, ça vient des problèmes physiques. Quand tu as un mec devant qui initie le pressing et que les latéraux, les milieux sont loin derrière pour suivre, tu déséquilibres. Quand les mecs de devant ne se replacent pas, tu déséquilibres. Quand tu fais des pertes de balles, comme on l'a vu avec Gay ou Herrera, tu déséquilibres. Voilà, tout ça, c'est des points d'ajustement qui vont être importants. Je pense quand même que le physique, aujourd'hui, est le problème principal de cette équipe. Parce que quand tu ne peux pas justement couvrir le mec, quand tu ne peux pas aller faire les 20 mètres devant pour justement suivre le pressing, enfin, tout est lié vraiment, à mon avis, à ce problème-là. Donc, dans un premier temps, je pense que Pochettino et le staff a complètement ciblé cette lacune-là. Et puis après, effectivement, ce sera des ajustements tactiques, ce sera des circuits à mettre en place, ce sera ce qu'on attend en fait quelque part depuis plus de 2 ans maintenant. Donc, moi, je ne m'attendais pas à voir aussi vite. Alors je vais redire le mot la patte Pochettino, même si tu ne vas pas être content, Hugo, mais enfin voilà, l'identité qu'il veut donner à cette équipe, on la voit déjà, je trouve. Et ça, c'est intéressant. Après, n'oublions pas aussi que vous jouez avec les 3 quarts de l'équipe enfin, les trois défenseurs sur 4 ne sont pas les titulaires. Vous avez le maître à jouer qui est absent. Vous avez des joueurs qui sont hors de forme. Vous en avez d'autres qui font que revenir. Enfin, il y a vraiment aujourd'hui cette grande différence physique entre tous les joueurs qui va rendre difficile, à mon avis, la mise en place à court terme de ce qu'on veut voir. Mais en tout cas, c'est intéressant quand même, au bout de 2 matchs déjà, d'avoir un petit peu cette identité de jeu qui se met déjà en place. Et puis heureusement que les joueurs sont réceptifs et qui répondent positivement, parce qu'on va quand même rappeler que leur première partie de saison a abouti au licenciement d'un coach. Donc j'espère qu'ils ont quand même au fond d'eux cette responsabilité qui pèse et puis qui vont avoir à cœur de montrer qu'ils valent mieux que ce qu'on a vu pour le moment. Effectivement, Nico. Il y a une question en conférence de presse qui a été posée à Pochettino, et je te lancerai dessus. Yacine, c'était la question de journaliste. Comme à Saint-Etienne, le PSG a baissé d'intensité en début de deuxième période, comme on en parlait avec Nico. Comment corriger ce souci? Et Pochettino avait répondu, alors je suis totalement d'accord avec cette analyse. On peut voir qu'il y a des périodes dans le match où il y a une baisse d'intensité. C'est une question de travail, il y a des choses à améliorer. Il faut que nous parvenions à maintenir un rythme déterminé durant 90 minutes. Cela fait peu de jours que nous sommes là. C'est une des choses où nous devons nous améliorer en faisant assimiler de nouveaux concepts dans le comportement des joueurs, et je pense que nous y parviendrons au fur et à mesure, car l'effort des joueurs est réel. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse de Pochettino après ce match contre Brest? Oui, mais de toute façon, même en forme, ça n'existe pas les équipes qui restent sur le même rythme 90 minutes de toute façon. Donc tu auras toujours des temps faibles et des temps forts. En fait, la différence, elle est dans la gestion de tes temps faibles. Quand tu es vraiment dans le dur, effectivement, tu te fais transpercer comme ça s'est passé contre Brest. Quand tu es mieux physiquement, même dans ton temps faible, tu es capable peut-être de plus garder le ballon. Tu es capable de te replacer plus en bloc. Elle est là la différence. Des temps faibles, pareil, on aura toujours. Maintenant, moi je pense qu'il y a évidemment le problème physique, il est réel de toute façon, pour tout le monde d'ailleurs, pour plein d'équipes, on le voit. Mais moi, il y a quand même une question d'attitude, parce que quand tu décides de jouer très haut et de mettre en place un pressing, tu peux pas avoir 2 joueurs offensifs qui ne se replacent jamais. C'est pas possible en fait. Parce que même contre Brest, juste, et encore une fois, on ne demande pas, par exemple, parce qu'on va parler des 2 joueurs de Di Maria et Mbappé, de courir, de tacler, etc. Juste de se replacer.
Parce qu'en fait, dans ton replacement, tu vas empêcher une première relance vers l'avant, tu vas empêcher de trouver un intervalle et tu vas permettre aux autres derrière toi de venir en nombre autour du porteur. Sauf qu'eux, ils ne le font même plus du tout. Il n'y a même pas cette course de 3 mètres. Je regardais à un moment en deuxième mi-temps, alors en deuxième mi-temps, c'était encore pire. À la perte de balle, Mbappé et Di Maria, ils s'arrêtaient carrément. C'est-à-dire que si Paris récupérait le ballon et jouait avec eux, ils étaient hors jeu, ils ne se replaçaient même pas. Donc, c'est pas possible. Aujourd'hui, alors, dans les années 80, oui, il y avait toujours un ou deux joueurs qui étaient. Temps de faire Voilà. les efforts défensifs. Bah oui, parce que c'était un autre football. Aujourd'hui, tu peux plus te le permettre. Et encore une fois, le travail, enfin, les efforts défensifs, c'est pas d'aller tacler, d'aller harceler, etc. C'est au moins, alors évidemment, si tu peux le faire, c'est très bien. Mais c'est au moins d'aller gêner la première relance, de te mettre dans un endroit du terrain où tu vas couper des lignes de passe, tout simplement. Ils ne le font pas. Et aujourd'hui, contre Brest, ça passe. Mais contre des équipes plus fortes, ça passera pas. Si tu n'empêches pas cette première passe, on l'a vu, tu vas te faire transpercer et ça va faire mal. Dans le travail donc sans ballon, qu'il y a encore des efforts à faire. En tout cas, c'est sur ça que doit travailler Pochettino. Ouais, surtout sur les joueurs qui font pas l'effort. Voilà. Il y a des problèmes de positionnement. Bakker, Dagba, même Gay, Herrera. Il y a des problèmes de positionnement. Mais en tout cas, eux, au moins, ils essayent. Il y a les deux devant, Di Maria et Mbappé, qui n'essayent même pas. Ils ne participent pas à ce travail-là. Mousse, Yacine parlait du match de Mbappé. Alors, évidemment, il a été mieux que contre Saint-Etienne, parce que ça ne pouvait pas être plus dur de faire pire. Bon, c'était pas encore exceptionnel, mais il fait une belle passe décisive pour Icardi en fin de match. Hein. Mais est-ce que pour toi, c'est trop peu pour un joueur de ce calibre, vu l'ensemble, on va dire, poussif de son match? En plus, je pense qu'il se s'est attendu, on en parle souvent off. Il a ses dernières prestations, enfin, ça fait longtemps que sont décevantes. Il n'a pas trouvé le chemin défilé. Il a buté plusieurs fois sur l'Arsenal qui avait fait un très bon match. Mais il fait cette passe décisive. Est-ce que aussi le fait que Pochettino l'ait laissé 90 minutes, malgré le fait qu'on voit qu'il est un peu juste physiquement, c'est pour lui redonner confiance? Ouais, c'est ce que je disais à Yacine pendant le match. On se posait la question de savoir comment ça se fait qu'Mbappé ne sorte pas alors que avant sa passe décisive, c'était pas terrible. Et moi, ce que je disais à Yacine, je pense que Pochettino, il est pas con. Il sent que son joueur, il est en manque de confiance et je pense qu'il voulait pas l'enterrer. Donc, il l'a laissé et il a bien fait de le laisser parce que finalement, il fait une super passe décisive pour Icardi. Et de toute façon, on le sent beaucoup mieux les 25 dernières minutes. Alors, je sais pas si c'est à partir de la sortie de Gay et les entrées de. Alors, c'est qui est rentré? Je crois que c'était Sarabia, il me semble, qui rentre. Ouais. Et c'est vrai qu'à partir du moment où Gay est sorti, ouais, c'était un peu plus fluide quand même. Ça jouait quand même un peu mieux et on a senti Mbappé mieux. Après, Mbappé, il faut se rappeler qu'il y a eu deux phases. Hein. Il y a eu la phase où Icardi arrive en 2019 et Pochettino fait Tuchel. Les joueurs vont voir Tuchel en disant on veut jouer à 4 devant. Tuchel leur dit oui, d'accord, mais si vous ne faites pas les efforts, c'est pas possible. Il a mis les 4 devant. Ils ont fait les efforts 2-3 matchs. Bon, après, ça s'est arrêté là. Ensuite, tu as eu la deuxième version de Tuchel où il a imaginé une équipe pour éviter à Neymar et Mbappé de faire les efforts. Et aujourd'hui, tu as un nouveau coach qui demande à tout le monde de faire des efforts. Je pense que les mauvaises habitudes prises par les deux offensifs, que ce soit Di Maria et Mbappé, ça va être difficile à corriger. Il va falloir beaucoup de travail et il semblerait que Mbappé ait la confiance de Pochettino. Alors maintenant, il va falloir qu'il montre autre chose sur le terrain. Et vous parliez tout à l'heure de mettre le rythme pendant 90 minutes. Mbappé, hier, il a joué 15 minutes. Quoi. Avant-hier, pardon. Et ça, à son niveau, c'est juste pas possible pour ce qu'on attend de ce type de joueur. Donc, il va falloir qu'il montre quand même autre chose. C'était bien en fin de deuxième mi-temps. À Saint-Etienne, c'était catastrophique. Bon, écoute, il y a un peu de mieux. On verra contre Marseille. Ça se trouve, contre Marseille, il fera une bonne mi-temps. Je ne sais pas. Mais en tout cas, la fin de deuxième mi-temps est plutôt pas mal pour Mbappé. Ouais. Yacine, je te vois lever la main avant que je donne la parole à Nico. Rapidement sur Mbappé, l'histoire de la confiance avec le coach, etc.
Et après, je pense que, franchement, je vais arrêter de parler d'Mbappé jusqu'à Barcelone, en fait, parce qu'on répète beaucoup de choses. Et finalement, c'est là qu'on l'attend. On verra bien maintenant. Mais tu Euh, pourras pas t'en empêcher, arrête. non, 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 non. Ça, c'est pas un problème, parce que de toute façon, je crois que j'ai déjà à peu près tout dit. Le truc, c'est que, effectivement, il y a deux gestions du coach sur ces joueurs-là. Il y a la gestion de je le laisse pour reprendre confiance, pour pas le tuer, entre guillemets. Et il y a la gestion, je veux le piquer, donc à un moment donné, je le sors en le faisant comprendre que il n'est pas au niveau aujourd'hui. Après, c'est une question aussi de discussion avec le coach. C'est pas une punition. Tu sors, il y a un groupe de 20 joueurs. Je vois pas pourquoi toi, tu jouerais tout le temps 90 minutes et pas les autres. Donc, il y a ces deux gestions. L'histoire de dire il finit bien le match et il a eu raison, ouais, on peut le voir comme ça. Maintenant, on peut se dire aussi pourquoi il joue le dernier quart d'heure et pas 1 heure et quart avant. Est-ce que c'est une question d'état d'esprit? Est-ce que c'est une question de. Voilà. Après, sur la confiance, sur l'histoire de sortir ou pas, c'est pareil. Il y a le double tranchant. Ça veut dire que oui, ah tiens, le coach, il me laisse sur le terrain 90 minutes, il a confiance en moi. Mais il y a aussi le joueur qui peut se dire moi, je suis tranquille, de toute façon, maintenant, je suis intouchable. Que je sois bon, pas bon, que je cours pas, de toute façon, je sors pas. Donc, c'est toujours à double tranchant. Moi, je pense que il faut que Mbappé, il soit, évidemment, il a un statut, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre on te passe tout parce que tu as coûté 200 millions, parce que tu es une star, parce qu'il faut te prolonger et qu'il faut que tu joues tout le temps. Et en même temps, te dire à un moment donné, tu ne peux pas faire des prestations de ce niveau-là. Alors, on n'a pas les stats, mais moi, j'aurais bien voulu voir le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de sprints, parce que je pense que c'est vraiment très faible. Et voilà, je ne sais pas, est-ce que Pochettino veut réellement le remettre en confiance ou est-ce qu'il se dit, on est au début, je ne veux pas non plus tout de suite me créer des problèmes en le sortant dès la 65e minute. C'est ça, et on sait que Pochettino, sur le management des joueurs, ça se rapproche. Évidemment, ce n'est pas encore de cette dimension, mais ça se rapproche un peu de Carlo Ancelotti. Il ne croise jamais les égos. Ça fait le deuxième match qu'il est là. Si tu sors Mbappé dès la 60e, tu peux vite te mettre une difficulté et te mettre une épine dans le pied qui pourrait être un peu difficile pour ton management après. Nico, sur. Oui, Mousse. Ouais, 30 secondes. Il y a évidemment aussi le fait que le PSG est en pleine négociation pour le faire prolonger et qu'évidemment, peut-être que Pochettino a des consignes de le faire jouer parce que c'est délicat et qu'on est en train de négocier sa prolongation. Et évidemment que si, par exemple, Pochettino décide de le laisser sur le banc 1 ou 2 matchs, évidemment que ça va avoir une influence sur sa décision. Et comme vous l'avez dit, comme vous l'avez si bien dit, Pochettino, c'est pas Tuchel. Il a travaillé avec un président qui ne lui laissait pas le choix. Le président Lévy à Tottenham, c'est lui qui gérait tous les transferts. Et donc voilà, peut-être que dans les négociations avec Pochettino avant qu'il signe au PSG, on lui a dit voilà, Mbappé, il faut le faire jouer parce qu'il n'a pas encore prolongé, et que si par malheur tu le punissais, que tu le laissais 1 ou 2 matchs sur le banc, vu son caractère, c'est possible qu'il se braque et qu'il finisse par ne pas signer de prolongation et pourquoi pas peut-être même partir libre. Et ça, c'est un enjeu qui est très important pour le club. Tu peux pas laisser partir libre un joueur comme Mbappé, c'est pas possible. Surtout avec tout l'argent que tu as perdu lié à la situation sanitaire et économique. Donc, je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Ouais. Nico, pour parler du match Mbappé, et puis tu peux englober avec Di Maria, comme ça te fera un long temps de parole. C'est vrai que Di Maria, pour parler un peu de lui, n'a plus depuis un certain match, certains diront depuis l'après-Final 8, n'a pas le rendement qu'on espère d'un joueur comme lui. Il n'a plus d'impact sur son équipe. En tout cas, pour moi, j'adore le joueur, mais là, par exemple, sur son match contre Brest, c'est beaucoup trop insuffisant. Il fait pas de différence. À part son corner pour la tête de Marquinhos et le but de Keane qui arrive finalement au but de Keane, c'est quand même très insuffisant de la part d'André Di Maria. Ouais, moi j'entends ce que dit Mousse sur les prolongations, j'entends aussi ce que dit Yacine sur un petit peu la difficulté de gérer des mecs comme ça, notamment Mbappé, mais moi je vais pas faire comme hier, je vais pas arrêter d'en parler d'Mbappé parce qu'il me rend dingue en ce moment. Moi là il commence vraiment à m'énerver parce que c'est une attitude plus qu'autre chose, voilà. C'est que il est dans le dur physiquement, ok, on l'a entendu, comme je pense à peu près tous les joueurs en Europe actuellement. Et justement, quand tu es dans une situation comme ça, on
on n'a pas besoin de te voir faire tes gris-gris. À un moment, il a essayé une espèce de passe derrière le pied d'appui, un espèce de truc qui n'a aucun sens à ce moment du match, quoi. Un coup du foulard, Nico. Ouais, non, mais là encore, ça c'est quand il Non, fait son centre. Non, il y a la Ah relève non, de la surface. Je croyais que tu ouais, parlais. ouais, le coup du foulard encore, pourquoi pas? J'ai envie de te dire, allez, vas-y, tu fais ton centre, pourquoi pas? Mais non, à un moment, il fait une espèce de La relève. passe talonnade, un truc qui a aucun intérêt, alors qu'il y a un décalage à faire juste devant lui. Mais voilà, il a besoin de garder son ballon pendant 3 plombs, il arrête tout le monde, il défend pas, et puis en plus, il est mauvais. Moi, c'est ça qui me rend surtout en ce moment qui m'énerve, c'est qu'il est mauvais. Il fait plus de différence. Alors voilà, il a fait une passe décisive, super. On nous parle que ça lui a sauvé son match. Non, ça n'a rien sauvé du tout. C'est un match dégueulasse, encore une fois, d'Mbappé, parce Eh, qu'il n'est pas dans son registre. En fait. Ouais, j'ai un copyright. Je donnerai ton euro, excuse-moi. Le dégueulasse, c'est la marque de Yacine, hein, d'habitude. Je sais, j'y dois 1 euro. Je connais la Cadeau, règle, c'est 1 euro. C'est cadeau, c'est cadeau. Et voilà, après, Di Maria, je pense que c'est un peu un problème différent. J'ai l'impression qu'il est. Déjà, il est pas bien. C'est sûr qu'il est comme beaucoup. Ce qui est bizarre, c'est que lui, pour le coup, il a fait un passage sur le banc censé le piquer. On voit qu'à l'arrivée, ça n'a rien piqué du tout. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est un peu plus dépendant de ce qu'il y a autour de lui, Di Maria. C'est-à-dire que quand tu vas avoir une équipe qui va mieux tourner, tu trouveras peut-être un Di Maria un peu plus virevoltant. Là, effectivement, quand tu attends aujourd'hui que Di Maria fasse des différences tout seul, il n'a pas ce pouvoir d'accélération que peuvent avoir un Neymar ou un Mbappé. Il a une palette de dribbles qui est quand même vachement plus limitée également. Et j'ai l'impression qu'il est quand même vachement plus dépendant de ce qui est autour de lui. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'un mec comme Keane, justement, propose beaucoup. Mais il n'y a pas de connexion, je trouve, entre eux. Et avec, j'englobe aussi Mbappé, voilà, ce trio-là, depuis là, les 2 matchs, c'est pas convaincant, quoi, parce que tu sens qu'il n'y a pas il y a pas d'automatisme, il n'y a pas de complémentarité, il n'y a même pas envie de jouer ensemble, j'ai l'impression. Je vois pas un Mbappé qui a envie de chercher Keane systématiquement ou l'inverse. Tu as l'impression qu'ils sont un peu tous isolés dans leur coin. Et ouais, pour moi, c'est très, très gênant. Et c'est surtout, encore une fois, l'attitude qui commence vraiment à me fatiguer parce que si c'est ça, le grand joueur, le fameux génie français sur lequel le PSG doit bâtir l'avenir, bah, moi, je vais être beaucoup plus radical, Moussin. Il n'y a même pas besoin de s'emmerder à discuter, hein. Si c'est ça le Mbappé qu'on va avoir encore pendant 4 ou 5 ans, si tu le prolonges, bah, vends-le. Vends-le cet été, et puis achète un ou deux mecs qui te donneront plus de satisfaction. Moi, j'ai encore vu le match de Haaland ce week-end. Franchement, hein, j'ai déjà dit, et puis tout le monde va encore me tomber dessus, mais tu fais partir Mbappé cet été, et puis tu récupères Haaland à la place, bah, moi, je suis pas triste, hein, mais pas du tout. Ouais, encore faut-il qu'un deal se réalise. Haaland, à mon avis, très très cher. Vous l'entendez, c'est un bravo, les fétistes. J'ai l'impression qu'il y a un écho, non? Vous m'entendez? Ouais. Ça y est, c'est parti, je crois. Ça y est, c'est bon. Non, c'est bon. C'est revenu à la normale. Quand on parlait tout à l'heure de l'intensité que veut mettre Pochettino dans le jeu du PSG, il y a une stat que j'ai oublié de vous donner, que je voulais vous donner, qui est quand même assez intéressante, en tout cas intrigante. Elle a été donnée hier dans le Canal Football Club par Gauthier Kunzmann. C'est le nombre de kilomètres parcourus en Ligue des Champions cette saison. Yacine, tu voulais quelques chiffres sur ça, et j'en ai quelques-uns à te donner. Le PSG est bon dernier en distance parcourue par match. Il est dernier, 32e sur les 32 équipes engagées. En moyenne, la moyenne des équipes, c'est 110 km par match. Le PSG est dernier avec 102 km par match, 102,8 pour être précis. Il y a Liverpool qui est à 114, le Real Madrid qui est à 110, le Bayern 110, Barcelone 109, Manchester City 109 et le PSG qui est bon dernier avec 102 km par match. Donc ça exprime un peu aussi ce qu'on a vu et ce qu'on a débriefé dans le podcast sur les matchs du PSG en première partie de saison. Yacine, une petite réaction sur cette stat? Bah, déjà, c'est qu'on ne se trompe pas beaucoup dans ce qu'on voit, puisque c'est ce qu'on ressent. donc voilà, après, effectivement, c'est un problème. Alors, s'ils avaient été 15e, 16e, bon, ça aurait été déjà un problème, mais à la limite, tu te dis, tu es dans la moyenne. 32e, on peut parler quand même, il y a des équipes de Ligue des Champions, c'est quand même très faible. 32e, c'est-à-dire que tu cours moins que toutes les équipes de Ligue des Champions. Mais c'est pas possible. Et on parlait d'attitude. La course, il y a le jeu évidemment, mais la course, c'est déjà l'attitude. Et ça veut bien dire qu'il n'y a pas d'attitude dans cette équipe, il n'y a pas d'état d'esprit, il n'y a pas de solidarité. Chacun fait un peu son match comme il veut. Voilà, c'est tout. Donc ça reflète ce qu'on pense. Et c'est effectivement, je pense, un des points essentiels sur lequel travailler pour Pochettino, parce que sans course, il y aura rien au bout.
Passons maintenant un peu à du positif, parce que là, on a parlé un peu de négatif. Je rappelle quand même que le PSG a gagné 3-0 contre Brest. Parlons des entrants qui ont fait du bien, qui ont eu des jambes. Pablo Sarabia, tout d'abord, qui est rentré à la 56e, Mousse, à la place de Gay, qui, semble-t-il, d'après Pochettino, avait mal au ventre. Pablo Sarabia, qu'on a vu avec des jambes. Hein. Il marque le but du 3-0 sur une très astucieuse talonnade d'Icardi. Avant de passer sur Mauro Icardi, mais arrêtons-nous sur Pablo Sarabia, qu'on a beaucoup décrié depuis le Final 8, où on le reconnaît. Hugo, Oui. parce que je voulais juste ajouter un truc sur Di Maria, parce que tu ne m'as pas interrogé, je voulais dire un truc. Ah, mais tu sais, Deux là, petites choses. c'est ce qu'on avance. J'en ai pas pour longtemps. Vas-y, Mousse, vas-y, t'inquiète. Est-ce qu'il y a deux choses sur Di Maria qu'on n'a pas dit? La première, c'est que, souvenez-vous, on a souvent dit que Di Maria, et c'est là que c'est inquiétant, que quand Neymar n'était pas là, Di Maria était meilleur et qu'il prenait même parfois le jeu à son compte. C'est plus le cas. Il a joué plusieurs fois en l'absence de Neymar et il a perdu l'influence qu'il avait lorsque Neymar n'était pas là. Et même ça, il a perdu. Et la deuxième chose, c'est un peu comme Mbappé. Il lui reste 3-4 mois de contrat et je pense qu'aussi dans sa tête, ça doit trotter et ça a une influence aussi sur son jeu. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter et je te laisse. Non, mais tu peux reprendre sur Pablo Sarabia. Comment tu as trouvé la rentrée de Pablo Sarabia? Il est rentré à la 56e, donc je disais à la place d'Idrissa Gueye. Il a eu des jambes, l'Espagnol. Ça fait du bien, parce que ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu faire un match un peu, enfin une deuxième mi-temps en tout cas, plutôt pas mal, intéressante en tout cas. Ouais, il était en jambes, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça. On était même très inquiets, parce qu'on se rappelle du Sarabia de la première saison, qui était plutôt pas mal. Il avait même eu des bonnes stats en fin de saison, que ce soit en termes de buts et de passes décisives. Et alors, lui, il fait partie, Sarabia, des joueurs que Tuchel a mis de côté, dont il ne s'est plus occupé, comme Draxler, enfin, on va pas tous les citer. Et l'apport d'un nouveau coach, évidemment, que quand tu as un nouveau coach, ça redistribue les cartes et tu as intérêt à te montrer. Et on sait que Pablo Sarabia, c'est un bon joueur. Et en plus, c'est un joueur polyvalent. Hein. Il peut jouer derrière les attaquants, il peut jouer sur un côté. Et tu peux même l'intégrer, aller peut-être en relayeur, même si c'est peut-être pas sa position préférentielle. Donc moi, j'ai bien aimé son attitude. Moi, ça peut être aussi un concurrent à Angel Di Maria. On vient d'en parler. Hein. Il n'est pas très très bon. Il est en fin de contrat. Si Pochettino décide finalement et dit à Leonardo, bon, moi un Di Maria à 32, 33 ans, j'en veux plus, ça ne sert à rien de le prolonger. Écoute, tu as quand même la solution Sarabia, qui est pour moi encore un bon joueur. Et je pense que lui peut s'adapter à l'ADN Pochettino. C'est un joueur qui est travailleur. Donc moi, je suis plutôt satisfait. D'ailleurs, même Draxler, hein, les 2 dernières entrées qu'il a fait, c'est plutôt des entrées intéressantes. Donc ça prouve que ces mecs-là, ils avaient baissé les bras sous Thomas Tuchel parce qu'on ne comptait pas sur eux. Et on l'avait déjà expliqué avec Yacine que Tuchel, les remplaçants, c'était pas quelqu'un qui arrivait à concerner les joueurs remplaçants. Et moi, je pense que Pochettino, c'est le contraire. Donc, non, Sarabia, plutôt positif, tout comme Draxler. Donc, après, il faudra voir le temps de jeu que va leur donner Pochettino, parce que, encore une fois, tu as Neymar qui est blessé, tu as quand même encore des joueurs qui sont pas opérationnels, mais voilà, il y a des matchs importants qui arrivent, il y a le trophée des champions. Pourquoi pas essayer dès mercredi Sarabia à la place d'un Di Maria qui est absent, en tout cas au niveau du jeu. Depuis 3-4 rencontres, on ne peut pas trop compter sur lui. Donc, c'est bien qu'il y ait une solution pour le remplacer. Pour englober aussi les entrants qui ont été intéressants, Yacine, il y a évidemment Mauro Icardi, l'attaquant argentin, qui a fait une très bonne rentrée, hein, qui est rentré à la 65e à la place de Moeskin. Il a mis un but de renard comme il aime les mettre grâce à ses déplacements et sa finition. Là. Une passe décisive en talonnade pleine de malice pour Sarabia. Alors en tout, il a touché 10 ballons. Hein. Il a mis un but et une passe décisive. Un peu ce qu'on voyait dans son style, évidemment, quand il était en forme et sur le terrain. Pour retrouver trace quand même de Mauro Icardi sur la pelouse, je voulais quand même glisser cette info. Il faut remonter au 28 novembre dernier, c'était face à Bordeaux, pour 6 petites minutes de jeu. Et l'apparition précédente remontait au 2 octobre contre Angers. Donc voilà, ça fait 6 minutes en un mois et demi. C'était pas énorme. Mais en tout cas, il a été très intéressant dans sa rentrée. Et Mousse le disait, Yacine, une des qualités de Mauricio Pochettino, c'est de concerner tout un groupe. Et c'est ce qu'il a fait à Tottenham. 10 ballons en rentrant en jeu. Il en touchait 19 quand il était titulaire. Donc, c'est dire que c'est pas mal pour lui. C'est pas mal. Non, mais en fait, il y a plusieurs choses. C'est que on avait dit à l'arrivée d'un nouveau coach, il y a aussi cette histoire de rebattre les cartes. Les joueurs, le coach ne connaît pas tous les joueurs, il a ses idées de jeu. Donc, les joueurs retrouvent un peu de motivation en se disant tiens, j'ai peut-être une carte à jouer parce que il y a des statuts qui vont changer. Il y a peut-être des joueurs que le coach appréciera plus que d'autres avant, etc.
Et comme par hasard, oui, les entrants, ça fait 2 matchs. À Saint-Etienne aussi, Draxler a fait une entrée intéressante. Comme par hasard, ceux qui rentrent, ils courent et ils essayent d'apporter. Bah ouais, parce que malheureusement, c'est le football. Et moi, encore une fois, je trouve ça triste parce que ça veut dire que les joueurs, finalement, il y a plein de périodes dans l'année où ils font pas leur travail. Puisque avant, même si tu as des conflits, même si tu n'apprécies pas Tourelle, quand on te demande de rentrer 20 minutes, Yacine, t'es coach, t'es entraîné comme joueur, tu sais comment ça se passe quand il y a un nouvel entraîneur, une émulation et t'as envie de te montrer. Donc c'est pareil, la même rhétorique, on va dire. Non, mais voilà, c'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire que c'est triste, parce que normalement, ils devraient juste faire leur métier déjà. Mais on le comprend, parce que quand on nous explique à chaque fois que tel coach, il a réussi à garder son groupe sous pression parce qu'il ne délaisse pas les remplaçants. On a souvent parlé de Zidane. Zidane qui s'occupe des fois en fin de séance du 3e gardien qui jouera sûrement pas 1 minute de la saison. Eh ben oui, ça peut paraître un peu la nounou qui vient cajoler ceux qui. Mais malheureusement, les joueurs, c'est aussi ça. C'est des grands enfants. C'est parfois encore des enfants à 25 ans, 27 ans, 28 ans. Et ils ont besoin de ça. Donc le coach, son travail, c'est aussi de concerner tout le monde. Là, pour l'instant, ça marche. Et en fait, le but, c'est toujours de faire durer ça. Parce que si dans 3 matchs, Pochettino trouve son équipe type et qu'il fait rentrer les remplaçants à la 87e, bah, ce qu'on voit là, on ne le verra plus, encore une fois. Donc c'est très bien. Pour Icardi, c'est bien parce qu'il va se remettre en confiance. On l'avait souvent dit, c'est aussi malgré tout un joueur qui a besoin du but pour être en confiance. Voilà, c'est les beaux jours du changement d'entraîneur. Voilà, il y a toujours les fameux 100 jours des présidents. Bah, voilà, tu as les premiers jours du changement d'entraîneur qui remotive tout le monde. L'autre qui se dit, ah tiens, il y a peut-être une carte à jouer. Voilà, combien de temps ça va durer, ça dépend que de Pochettino en fait. Nico, je t'ai vu lever la main sur Mauro Icardi. Non, sur cette notion effectivement, de mobiliser tout le monde. Il y a aussi quelque chose qui va être compliqué pour Pochettino dans ce dossier-là. C'est encore une fois le statut qu'on accorde à Neymar et Mbappé. Je vais vous donner un exemple très précis. Quand en deuxième mi-temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, après le but de Sarabia, donc déjà sur le but de Sarabia, tu as Mbappé qui fait un appel au-dessus et tu sens que ça le fait un peu chier quand même qu'il n'ait pas eu le ballon malgré le but. Et puis alors, surtout à un moment, il y a Sarabia qui fait une frappe au premier poteau qui est arrêtée par l'Arseneur et tu as Mbappé au point de pénalty qui lève les 2 mains au ciel comme si c'était la passe qui était obligatoire et qu'on a oublié que c'est un crime de lèse-majesté. Et ça, ce comportement-là, quelque part, il influe aussi sur ton groupe parce que tu vois que ces mecs-là, ils sont pas traités comme toi. Et un mec comme Sarabia, un mec comme Draxler, c'est bien de les faire rentrer de temps en temps. Sauf que quand ils vont être sur le banc et qu'ils vont voir 80 minutes dégueulasses de Mbappé, il y a un moment, ils vont commencer à se dire, bon, bah, il est sympa, mais quand est-ce qu'il sort, tu vois? Et ça va être aussi, à mon avis, un des soucis assez rapides pour Pochettino, c'est que il va falloir que dans ce groupe, s'il y ait une harmonisation pas des statuts, parce que c'est normal qu'il y ait des statuts dans un groupe, surtout comme à Paris, mais au moins dans le traitement des mecs. Et que tu vas pas pouvoir pourrir un Di Maria ou un Sarabia qui ne redéfendent pas assez, parce que à côté, tu auras un Neymar ou un Mbappé qui feront la même chose, tu vois. Et c'est un équilibre fragile. Et je suis désolé de remettre un petit coup d'inquiétude dans tout ça, mais tous les entraîneurs de ces dernières années, ils ont été confrontés à ça. Ils n'ont pas trouvé justement cette harmonie dans le traitement des mecs. Et ça peut, à mon avis, te déséquilibrer très vite. Et puis tu peux perdre encore une fois des mecs. Alors, moi, je reste persuadé que la réussite de cette deuxième partie de saison, elle tient sur ça, sur avoir un groupe qui va tirer dans le même sens et avec des joueurs qui vont être capables de. On va pas comparer leur GPS à la fin de chaque match, mais au moins d'avoir cette attitude collective harmonieuse qui va te permettre justement d'avoir un groupe soudé et pas seulement des mecs contents de se retrouver le dimanche au barbecue d'Icardi. C'est gratuit. Ouais, c'était gratuit. C'est pas sympa quand même. Icardi il revient, il met un but, une passe. Très bonne entrée. Tu lui remets sa grillade de barbecue. Très bonne entrée et j'aime beaucoup ce joueur en plus, donc je suis très très content. Je voulais enfin voilà, avant que j'interroge Mousse, mais quand même Mauro Icardi il fait un bon retour. On l'avait pas eu depuis longtemps et tu es pessimiste, moi je trouve, Nico. Pas sur Icardi, hein. Je suis pessimiste sur le fait de perdre des joueurs qui vont se sentir traités différemment. D'accord. Okay. On a entendu en tout cas ton argumentaire. Mousse, tu voulais répondre à ce que disait Nico. Je t'ai vu lever la main. Ouais, d'avoir un mot sur Icardi. De toute façon, ça sera aussi sur Icardi, mais sur son entrée en jeu. Moi aussi, je l'ai trouvé très bonne. Moi, j'adore ce joueur, donc je suis très content.
On a retrouvé un peu le Icardi qu'on avait bien aimé lors de son arrivée à l'été 2019. Il avait été tout de suite, il s'était tout de suite très bien adapté, puis il avait enchaîné les buts. Pour moi, c'est un véritable numéro 9, un véritable buteur, un renard des surfaces, mais pas que, parce qu'il a été formé à Barcelone. C'est un joueur aussi qui est technique, qui est bon dos au jeu, sur les remises, etc. Ce qui manque peut-être aussi à Moïse Kean. Moïse Kean, on l'a vu, parfois maladroit, juste sur un contre et sur une conduite de balle. Et c'est souvent le cas. Il a beaucoup de mal. Parfois, j'ai l'impression de voir Matuidi dans sa conduite de balle. J'exagère volontairement, évidemment. Mais voilà, parce que Kean, il est bon, il est volontaire, etc. Mais tu sens que dans le dernier geste, c'est pas Icardi, quoi, tu vois. Icardi, il est chirurgical normalement, tu vois. Et moi, j'espère vraiment qu'il va garder cet état d'esprit et qu'on va pouvoir compter sur lui pour la deuxième partie de saison. Et ce que disait Nico, je suis un peu d'accord avec lui, parce que Icardi n'a pas de... Pardon, excusez-moi. Icardi, il n'y a pas de certitude quant à la suite de sa carrière au PSG. Il est possible aussi qu'il parte lui aussi l'été prochain. Moi, j'ai eu des échos comme quoi Vanda discutait avec des clubs italiens pour un retour en Italie. Je ne sais pas. Il y a aussi le fait qu'il s'est rendu compte, lorsqu'il était titulaire, que ce n'était pas évident de jouer avec Neymar et Mbappé. Vous vous rappelez, hein, souvent les deux se cherchaient, puis il le laissait un peu à l'abandon. Parfois, il était même mieux placé. Et pourtant, il ne récupérait pas le ballon. Et je sais que ça, l'année dernière, ça l'avait beaucoup agacé. Même si en dehors du terrain, ils s'entendent très bien avec Mbappé, Neymar, les barbecues, tout ce que vous voulez. Mais sur le terrain, pour lui, c'était un peu plus difficile. Donc, il faudra voir aussi le temps de jeu que va lui accorder Pochettino, ce qu'il va faire pendant cette deuxième partie de saison. Et est-ce que ça le fera peut-être changer d'avis? Mais aujourd'hui, il se murmure que c'est possible qu'il retourne en Italie l'été prochain. Et comme on a entendu aussi une rumeur de quelqu'un qui est plutôt bien informé, c'est l'agent Bruno Satin dans l'émission que tu connais bien, Hugo, le Late Football Club, qui a parlé d'un intérêt de Pochettino pour Kun Agüero, qui est lui aussi en fin de contrat à Manchester City. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Donc peut-être qu'ils sont déjà en train d'envisager un futur départ d'Icardi et pourquoi pas le remplacer par une solution qui serait gratuite et ce serait Kun Agüero. Voilà. Un Argentin qui viendrait remplacer un Argentin. Exactement. Attends. Oui, Yacine. Juste pour revenir sur l'histoire d'Mbappé qui lève les bras là, avec l'histoire de Sarabia. En fait, le problème de cette attitude-là, c'est que tu as le droit de dire à un joueur regarde, je suis tout seul. Il n'y a pas de problème. Par contre, l'histoire de lever les bras comme ça pour bien montrer à tout le monde, c'est un problème parce que, en fait, tu mets ton partenaire en difficulté et par rapport au statut, comme le disait Nico, Sarabia, en fait, qu'est-ce qu'il va se dire? Il y a deux solutions. Soit elle a un gros caractère et il lui dit écoute, ne me prends pas la tête, j'ai tiré et je passe à autre chose et j'en ai rien à foutre. Soit en fait, il se dit je suis obligé de lui donner la prochaine fois. Donc en fait, tu lui enlèves sa spontanéité, tu enlèves des choix de jeu. Et souvent, quand tu es obligé de faire ça, tu fais des mauvais choix. Parce que tu cherches absolument à donner Mbappé parce qu'il l'a demandé, parce que ceci, parce que cela. Et moi, encore une fois, sur un terrain, on est sur les nerfs, dans l'émotion, etc. Tu as le droit de dire à un partenaire, tu m'as oublié, tu as le droit de même d'être énervé. Mais par contre, le montrer comme ça, c'est une attitude que je déteste, moi. Parce que ça veut dire, regardez-moi bien, je suis tout seul, il ne m'a pas vu. Voilà. Et ce n'est pas le message que tu envoies à ton joueur, c'est le message que tu envoies aux autres. Parce que quand tu envoies ce message, tu envoies le message de il m'a pas vu. En gros, il est nul. Il comprend rien, lui. Donc, et ça, c'est un vrai... Il l'a fait aussi avec Baker à un moment quand il pense que Baker, il voudrait que Baker centre et puis bon, après Baker, Exactement. Il fait comme d'habitude, il fait une passe en retrait et il fait pendant 30 secondes son cinéma. Voilà. Et pourquoi je parle de caractère? Parce que rappelez-vous qu'une fois contre Lyon, je crois, Mbappé, il veut le ballon sur un coup franc. Il lève les bras, genre donne-la moi. Florenzi, il en a rien à foutre. Hein. Florenzi lui a dit, oui. Va là-bas. Genre, en gros, ne me prends pas la tête. Mais en fait, c'est exactement ça. Et le problème, comme l'a dit Nico, c'est que tout ça lié, ça crée quelque chose de négatif. Soit tu es forcé à chercher le joueur, soit tu es plus spontané, mais en tout cas, ça crée quelque chose de pas bon pour l'ambiance collective. Après, c'est Mbappé, parce que c'est toujours cette recherche permanente de la stade, de la lumière. En première mi-temps, c'est pareil. Au tout début de match, il glisse, il rate un dribble, il perd le ballon. Il reste 25 secondes, le genou à terre, à regarder ses crampons. Tu vois,
tu as envie de lui dire, mais putain, lève-toi et cavale maintenant, ça suffit. Ok, tu as glissé, on a tous vu, la caméra a bien compris que c'est pas de ta faute que tu as raté ton drill, c'est à cause de tes chaussures, mais tu vois, cette attitude-là, au bout d'un moment, déjà nous, ça nous gonfle en tant qu'extérieur. J'essaye d'imaginer un petit peu la réaction, bah, toi, les Draxler, les Sarabia, des mecs qui aimeraient justement gratter du temps, qui estiment avoir aussi leur droit à une petite part de statut. Un mec comme Draxler, c'est quand même pas non plus toi le premier venu, même s'il a eu une très mauvaise période. Icardi, c'est pareil. Je pense que Icardi, il va pas. Tu peux pas. Si tu traites ces mecs-là différemment, avec en plus cette attitude qui est ultra égoïste sur le terrain, tu vas forcément perdre des mecs en route. Ça, je ne vois pas comment tu peux ne pas en perdre. Et donc ça, pour moi, aujourd'hui, c'est le problème de Pochettino dans cette équipe à régler très vite, c'est de faire comprendre à ces mecs-là, ok, vous êtes deux stars, vous êtes les deux locomotives, il n'y a pas de souci, mais maintenant, comportez-vous comme des leaders de cette équipe et pas comme des mecs à part. Et tant que tu auras deux mecs à part, je ne vois pas aujourd'hui comment tu peux créer cette harmonie. Moi, j'ai un vrai bémol par rapport à cette attitude récurrente. Il y a aussi, Nico, Ça n'empêche que ça prend du temps, le débat Mbappé. Hein. Yacine ne voulait plus en parler, mais ça revient. Hein. Parce que comme ça, on dit tout, après, on n'en parlera plus. Ouais. J'ai une question, moi, quand même, après, parce que voilà, on part sur Mbappé, mais j'aurais d'autres questions à vous poser. Vas-y, Mousse. Ouais, non, juste pour ajouter quelque chose, et il y a aussi surtout son âge. Il a 21 ans. Et quand toi, tu es un joueur de 28, 29 ans et que tu vois qu'un gamin tout spi parce que tu lui as pas filé le ballon, parce que Ibrahimovic, lui, c'était ça. Hein. C'était tout le temps ça. Tu lui faisais pas, tu lui faisais pas la passe, il te pourrissait la vie. Sauf qu'il avait un autre statut, Ibrahimovic. Il avait déjà quand même une carrière bien fournie, etc., etc. Et c'est plus facile d'accepter ça de la part d'un joueur d'expérience comme Ibrahimovic plutôt que de l'accepter d'un jeune comme Mbappé, même s'il est champion du monde, quadruple champion de France, etc. Mais quand tu as l'âge de Sarabia, tu as l'âge de Florenzi, etc., et que tu vois un gamin te parler comme ça, c'est difficilement acceptable. Et moi, j'avais bien aimé l'attitude de Florenzi sur le coup franc. Il n'a pas lâché l'affaire. Et peut-être que n'importe quel autre joueur lui aurait laissé le ballon. Et il lui a dit non, tu vas te placer comme tout le monde. Il reste 2 minutes, c'était face à Lyon, on était mené. Et comme il a une bonne patte droite, oui, évidemment, il a eu raison, Florenzi. Et l'attitude d'Mbappé, elle était déplorable. Juste pour Ibrahimovic, c'est parce que c'était collectif, son attitude. C'était plus pour la recherche de la performance collective. Bien sûr, hein, bien sûr. Là, quand tu sens que c'est que pour lui, tu te dis, bon, bref. Recentrons-nous sur le débat Mauro-Icardi, parce que j'avais cette question à vous poser. De par sa performance et son entrée satisfaisante, est-ce que les cartes sont rebattues pour le poste de numéro 9, Yacine? Keane marque des points à chacune de ses sorties. C'est le titulaire indiscutable depuis le début de saison au poste de buteur. Là, il a encore marqué d'ailleurs. Il est à 4 buts sur ses 5 derniers matchs. C'est un élément important du Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Mais avec cette entrée, est-ce que Mauro Icardi peut rebattre les cartes au poste de numéro 9? Alors, j'ai pas envie de dire rebattre les cartes. Moi, j'ai envie de dire que aujourd'hui, tu as deux joueurs au style différent et en fonction de l'adversaire, de ce que tu vas demander à ton équipe et des principes que tu vas mettre en place suivant les matchs, hein, parce qu'il y a peut-être des matchs où il y aura du changement dans l'idée de Pochettino par rapport à l'adversaire en Coupe d'Europe, etc. En fait, tu as deux profils différents. L'avantage, par exemple, d'un Icardi, si tu retrouves des latéraux qui savent centrer, oui, tu sais qu'à ce moment-là, dans la surface, il y a de grandes chances qu'il y ait de l'efficacité. Maintenant, si tu veux une équipe peut-être plus dans le combat, dans la course, dans le harcèlement, peut-être que Keane, c'est un meilleur choix. Mais moi, je trouve toujours que ça, c'est des vrais choix de riches, dans le sens où, tu as deux profils différents. Donc, tu peux adapter ton équipe par rapport à deux profils différents. Et tu peux même partir sur une idée de départ et changer sans perdre quelque chose. C'est-à-dire que tu peux démarrer Keane en te disant on va pendant 1 heure presser, etc. Et je vais faire entrer Icardi pour finir le travail. Tu peux faire l'inverse en disant je veux qu'on domine. Et à un moment donné, quand il y aura besoin peut-être de plus travailler, je vais faire rentrer Keane. Voilà. Moi, je ne pense pas que les cartes soient rebattues dans le sens où Keane, il n'a pas réellement un statut aujourd'hui. Il arrive en prêt. C'est bien ce qui est arrivé au début de saison. C'était peut-être même la bonne surprise parce qu'on n'en attendait pas autant. Mais il n'a pas réellement de statut. Donc, je ne pense pas que les cartes soient rebattues. En revanche, c'est un vrai bon point pour la gestion d'un groupe et pour la gestion du jeu. Et justement, il y avait une déclaration de Mauricio Pochettino en conférence de presse d'après-match où on lui avait demandé un mot sur Mauro Icardi, buteur pour son retour, et le technicien argentin avait tenu à tempérer les ardeurs sur l'état de forme de l'attaquant argentin où il avait répondu doucement, il faut y aller doucement avec Mauro, il revient d'une blessure importante, il travaille très bien, petit à petit il est réintégré au groupe et il revient à la compétition. Pour lui comme pour Pablo Sarabia, c'est bien de marquer pour leur donner confiance et leur permettre de donner encore plus. Ce que je dis toujours, c'est vrai pour Mauro mais aussi pour tous les joueurs,
c'est important qu'il puisse sentir qu'il ait la possibilité de jouer et il faut qu'il soit prêt à jouer. Il y a entre 25 et 30 joueurs, mais seulement 11 peuvent commencer le match. À chaque fois, il y a 5 changements. Et la dernière phrase est intéressante, je trouve. Ce que j'attends, c'est que tous les joueurs me mettent en difficulté au moment de faire mon 11 de départ. Et ça, Nico, on l'a jamais entendu de la part de Thomas Tuchel. Ouais, ouais, on va pas encore taper sur Tourelle, mais Là, toutes mes questions, aucune ne le réjouit. Hein. si, elle me plaît. Tu dis si je te fais chier. Hein. C'était mieux avec Clément. Hein. C'est Clément qui reviendra la prochaine fois. Non, mais t'as raison, Hugo. C'est un truc intéressant de la part de Pochettino, mais j'ai envie de dire que ce qu'il vient de dire, c'est assez banal pour un entraîneur d'avoir du choix, avoir des profils différents, avoir des mecs en forme, et puis de pouvoir ensuite profiter de tout ça pour avoir une émulation dans son groupe. Voilà, ce que demande Pochettino, c'est assez classique. C'est vrai que Tourelle, après, ce qui m'embête, c'est que ça faisait plus d'1 an qu'on parlait plus de foot avec Tourelle. Voilà, on avait complètement mis tout ça de côté. C'était devenu une parodie et une caricature de ce qu'il avait été au début de la saison. Et on avait un petit peu perdu de ça. On retrouve avec Pochettino des discussions normales. Et puis, ça reste quand même assez bateau, tout ce qu'il nous dit pour l'instant. Et tant mieux, hein, au moins, ça ne fait pas de polémique. Après, pour revenir sur cette concurrence entre ces deux-là, et Yacine l'a parfaitement résumé, c'est qu'effectivement, tu as deux profils très, très différents. Alors, je vois un petit peu passer sur les réseaux sociaux des gens qui diraient que l'attaquant idéal serait d'avoir un mec avec l'activité de Keane et la finition et la technique d'Icardi. Mais en fait, non, je pense même pas. C'est bien d'avoir les deux parce qu'effectivement, il y a des matchs où tu vas avoir besoin d'un attaquant qui va aller au charbon et Keane, il va être parfait pour ça. Et puis, tu vas avoir des matchs où tu vas avoir des grosses dominations, où tu vas avoir une supériorité dans le jeu. Et effectivement, tu sais qu'avec Icardi, tu as une finition qui est chirurgicale. Après, on va revenir un petit peu à toutes les lacunes qu'on a vues depuis le début. C'est que si tu mets un Icardi ou un Keane, mais qu'à côté, tu as Mbappé, Neymar qui jouent que tous les deux, que tu as des latéraux qui sont dégueulasses quand ils centrent, que tu as des milieux de terrain, à part Verratti, qui sont incapables de te donner un ballon 20 mètres devant eux, bah, on va retrouver à peu près les mêmes problèmes d'avoir une équipe qui n'est pas cohérente collectivement et où donc va être que les individualités qui vont te faire des différences. Donc, disons que si cette équipe se met à bien jouer collectivement, tu as avec Icardi et Keane deux belles cartes pour aligner un vrai neuf et pour avoir vraiment des forces dans tous les problèmes que tu peux rencontrer. Mais ils vont être comme les autres, ils vont être liés complètement et dépendants du collectif. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui du moins, le collectif du PSG, c'est ce qui a posé problème. Et est-ce que Pochettino, en l'espace d'1 mois d'ici Barcelone, il peut relancer un collectif dans cette équipe? Je suis pas convaincu, j'espère. Mais ça va demander des efforts de tous les mecs. Et c'est ce qu'on a parlé depuis le début. Il faut que tout le monde se mette dans ce collectif. Et je suis pas sûr que tout le monde en soit capable et tout le monde en ait envie. J'ai bien compris ton message du jour, en tout cas. Ça se fait encore sauter, je crois. Ouais. C'est-à-dire que ça revient. Mousse, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le numéro 9, sur les déclarations de Pochettino d'après-match? Sur Icardi, je suis d'accord avec Yacine. C'est-à-dire que c'est aussi une question de statut. C'est-à-dire quand tu fais venir Moïse Kean, c'est pour remplacer numériquement certains départs offensifs comme Cavani et Choupo-Moting. En plus, il est en prêt, il n'y a pas d'option d'achat. Donc, on ne connaît pas véritablement l'avenir de Kean au PSG. Celle d'Icardi, elle est concrète. Il a un contrat de 4 ans. Même si je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une possibilité pour lui de rentrer en Italie. Mais il peut se passer beaucoup de choses entre aujourd'hui et la fin de saison. Au niveau de son temps de jeu qui peut augmenter, il peut aussi mettre. Surtout que Moïse Kean, Mousse, tu me diras si je me trompe, mais il y a des discussions pour que Moïse Kean signe au PSG après la fin de son prêt. Là. Parce que Carlo Ancelotti a dit en conférence de presse qu'ils étaient ouverts à un transfert de Moïse Kean au PSG de façon définitive. Alors, Ancelotti a dit qu'ils étaient ouverts. Ça ne veut pas dire que les négociations ont commencé. Moi, je n'ai pas d'infos là-dessus, donc je ne peux pas ni confirmer ni infirmer. Ça, je n'en sais rien du tout. Tout ce que je sais en tout cas, c'est que pour l'instant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est un prêt et que dans l'esprit des dirigeants parisiens, quand ils l'ont fait venir, c'était pour être une doublure. Après, il y a eu des blessés, il a profité de pas mal d'absences et il a tiré son épingle du jeu. Mais en termes d'expérience, Icardi, c'est quand même un peu mieux. Et peut-être que Pochettino, lui, préfère s'appuyer sur un joueur qui a beaucoup plus de matchs à haut niveau. Là, je parle d'Icardi, qu'un jeune comme Moïse Kean, même s'il est combattant, même s'il est volontaire, etc.
il a quand même quelques lacunes devant le but. Parfois, il fait des mauvais choix. Il y a parfois des problèmes techniques, des contrôles mal ajustés, comme ce que je disais tout à l'heure. Parfois aussi, on l'a vu samedi sur un contre. Et ça, c'est pas la première fois qu'on le voit. Il part balle au pied, puis soit il la pousse trop loin. Il a parfois du mal à gérer certaines choses. Et il faudra voir aussi parce que Icardi a un souci, c'est un peu son physique, il est très fragile. Donc je pense aussi c'est pour ça que Pochettino a dit qu'il faut y aller doucement, parce qu'il rechute assez facilement. Et dans sa carrière à Icardi, à l'Inter, il a été beaucoup blessé aussi. Donc il faudra aussi voir la gestion physique de Mauro Icardi. Mais moi je pense que si tout va bien physiquement et s'il se remet dans le bain, moi je pense qu'Icardi sera titulaire. Et je pense que Keane il sera utilisé, alors peut-être il y a beaucoup de matchs cette saison. On va enchaîner quasiment tous les 3 jours avec la Ligue des Champions, surtout si tu passes les 8e. Donc, je pense qu'il y aura de la place pour tout le monde. Mais peut-être que pour les matchs les plus importants, vaut mieux peut-être mettre un mec comme Icardi qui a plus d'expérience. Et il a l'air d'être bien, même fit. Il est fit. Et physiquement, il est plutôt bien. Écoute, moi, je pense pas que Keane prenne la place d'Icardi. Il va monter en puissance, Icardi. Puis une fois qu'il sera bien, je pense qu'il jouera, en tout cas, les matchs les plus importants. Pour terminer ce débrief de PSG Brest, cette victoire 3-0 du Paris Saint-Germain, il fallait noter aussi qu'il y avait une banderole du collectif Ultra Paris pour accueillir de nouveau Mauricio Pochettino au Parc des Princes, chez lui, voilà, dans son stade, quand il était joueur du Paris Saint-Germain entre 2001 et 2003, avec cette banderole 18 ans après, de retour chez toi, bienvenue capitaine. Donc voilà, Mauricio Pochettino qui d'ailleurs a mis une photo sur Instagram, il s'est pris en photo avec la banderole derrière, donc c'était assez sympa comme message, il l'avait mis comme commentaire, c'était très spécial. Je voudrais remercier les gens qui ont fait cette banderole pour me souhaiter la bienvenue, c'était très émouvant. Il manquait les supporters et on espère les retrouver le plus rapidement possible pour sentir à nouveau cette chaleur. Donc voilà, en tout cas, Mauricio Pochettino qui a bien réussi son retour au Parc des Princes. Projetons-nous sur le prochain match du Paris Saint-Germain rapidement, messieurs. C'est un trophée des champions qu'il y aura joué contre Marseille mercredi, un classico. Le match se déroulera à Lens, au stade Bollaert, 21h un mercredi sur Canal+. Ce match qui était initialement prévu le 1er août, mais reporté en raison de la pandémie de coronavirus, oppose normalement le vainqueur du dernier championnat de Ligue 1 et celui de la Coupe de France. Mais bon, comme le club parisien a remporté les deux, il défie donc son dauphin en Ligue 1 la saison passée, Marseille. Pour son troisième match, donc à la tête du PSG, Pochettino aura droit à un classico contre l'OM. L'Argentin a connu ce genre d'ambiance, Nico, dans ces confrontations entre les deux rivaux. Bon, cette fois, ça sera sans spectateurs, mais pas sans enjeu, parce qu'à la clé, il y a quand même un titre pour le vainqueur, mais aussi une revanche pour le champion de France, qui avait perdu, on le rappelle, le 13 septembre dernier, 1-0 sur sa pelouse au Parc des Princes, par exemple d'André Villas-Boas, avec un match qui avait terminé avec beaucoup de cartons et une bagarre générale. Petite bagarre sympathique. Oui, c'est quoi la question, Hugo? C'est de savoir qu'est-ce que tu attends du match par rapport il y avait Pochettino qui a dit que sur les retours possibles dans l'effectif, qu'il ne savait pas pour Neymar, il devait attendre l'évolution dans les prochains jours pour tous les joueurs convalescents, il prendrait une décision avec l'analyse de l'équipe médicale, etc. Donc, qu'est-ce que tu attends à ce trophée des champions après la défaite du Paris Saint-Germain? En tout cas, le Paris Saint-Germain se doit de gagner parce qu'il y a un titre en jeu. Exactement, c'est un trophée, même si beaucoup le moquent, ça reste un trophée à gagner, donc j'attends juste la victoire. Après, s'il pouvait y avoir la manière et des progrès dans le jeu, évidemment qu'on comprend, mais il y a besoin de gagner ce match. En plus, il y a forcément un contentieux par rapport au match de championnat que l'OM est venu gagner au Parc. J'ai vu une banderole dans Paris que je vais pas citer, des supporters qui un petit peu donnent le ton sur ce match. On sent quand même qu'il y a pas mal de rancœur par rapport à cette victoire de l'OM. Surtout que je l'avais dit lors du podcast d'après-match, je pense l'OM, c'est la pire équipe que j'ai vue au Parc cette saison dans le jeu. Ils n'avaient rien montré. Ils avaient parfaitement pourri le match en faisant péter les plombs du PSG avec des joueurs qui ne demandaient que ça, qui avaient été en dessous de tout également. Donc j'aimerais déjà voir un beau match. J'aimerais voir le PSG qui pense à jouer au ballon, qui ne rentre pas dans des petites bagarres ou dans du conflit, dans de la vengeance. Et puis qu'on les batte, quoi, en espérant que Payet joue, parce que vu comme il est en ce moment, ce sera un atout de plus pour le PSG. En espérant que Benedetto soit titulaire également, parce que ça fera aussi un atout pour le PSG. Enfin là, je me moque, mais encore une fois, l'OM, c'est tellement faible. C'est tellement une équipe qui est surcotée dans ses résultats cette saison. Je suis étonné qu'ils puissent encore être aussi près de nous avec leurs 2 matchs en retard. Mais ce que je vois d'eux, ça me désespère tellement pour les supporters de l'OM. C'est tellement faible que je ne comprends même pas que cette équipe soit aussi haut.
Et je ne conçois pas que le PSG perde un deuxième match de suite contre cette équipe. Ça me paraît impossible aujourd'hui. Mais comme je suis nul en pronostic, je n'en ferai pas. Mais Yacine, c'est vrai que pour le troisième match de l'ère Pochettino, si le technicien argentin pouvait remporter un titre au bout du troisième match, ce serait pas mal pour un début. Ouais, bah, Hein faut prendre ce qu'il y a à prendre. Hein. Ah, Mais ce qui est clair, c'est que moi, je peux pas imaginer une deuxième défaite contre l'OM cette saison. Ça, c'est clair et net. Mais malgré tout, il y a un truc, c'est que là, on parle beaucoup de Neymar. Est-ce qu'il va revenir? Apparemment, il est à l'entraînement ce matin. Est-ce qu'il va. Moi, franchement, OM, pas de problème, tout ça. Je suis pas persuadé que ce soit le bon match pour le faire reprendre parce que le Neymar sans rythme, on le connaît. C'est le Neymar qui s'énerve rapidement. C'est le Neymar s'il commence à pas réussir ses premiers dribbles, qui rentre dans un conflit avec les autres, mais avec lui-même. C'est aussi un match où les autres vont venir le chercher. Et quand il n'a pas de rythme, bah, il tombe encore plus vite dans l'énervement et la provocation. Voilà. Maintenant, est-ce que le PSG a réellement besoin de Neymar pour battre l'OM? J'espère que non. Voilà, moi, je pense qu'il vaut mieux laisser Neymar au repos ce mercredi, encore une fois, et le faire attaquer après. Il enchaîne tous les matchs jusqu'à Barcelone, parce là, il reste 7 matchs en fait avant Barcelone. Il restera 6 matchs, ce sera largement suffisant. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le Trophée des Champions, vous savez ce que j'en pense. En plus, placé là, en plus avec des clusters qui arrivent un peu partout avec le nouveau virus. Mais en tout cas, je peux même pas imaginer une deuxième défaite contre l'OM cette saison, c'est pas possible. Voilà, c'est ça aussi un peu l'enjeu, Mousse. Au-delà du titre, c'est de ne pas perdre 2 fois contre Marseille cette saison. Oui, ça, normalement, c'est un match typiquement pour te faire pardonner auprès de tes supporters. Donc, normalement, tu n'as pas le droit à l'erreur. Sur Neymar, je suis d'accord avec Yacine, parce qu'il y a un passif, et ce ne serait pas une bonne idée de le remettre tout de suite, parce que je pense qu'Alvaro, lui, sera titulaire. Alors, je ne sais pas si les retrouvailles après tant d'absence, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et puis, pareil, est-ce qu'on a vraiment besoin de Neymar pour battre cette équipe aussi faible? Je ne pense pas. Donc, normalement, alors soit il démarre sur le banc, soit il n'est pas dans le groupe. Mais Neymar, connaissant le joueur, il va vouloir jouer. Donc, je pense qu'il va vouloir, il va tout faire pour jouer, pour prendre sa revanche, etc. Mais il est hors de question de perdre ce match. Il est vraiment hors de question de perdre ce match. Si tu perds un deuxième match et en plus tu offres un trophée à l'OM, là, les supporters, ils ne vont pas l'accepter, et moi non plus d'ailleurs. J'avais déjà dit que moi, c'est la défaite qui m'a fait le plus de mal, c'est celle-ci. Même celle en Ligue des Champions, franchement, je savais qu'on allait pouvoir remonter la pente, etc. Mais là, contre Marseille, non, c'est pas possible. Surtout que, si c'était fort, moi, je te dirais, bon, voilà, sportivement, il mérite, etc. Mais bon, tout le monde se rappelle de la prestation marseillaise au Parc. Ils ont pu jouer sur la provocation et ça a marché finalement. Mais là, mercredi, c'est pas possible. Par contre, Pochettino récupère des joueurs. On va voir ce qu'il va faire. On va voir si Icardi peut démarrer un match. On va voir si Sarabia peut démarrer un match. Mais il faut absolument le gagner, ce match. Il faut pas le perdre. Et en plus, il me semble que pour Pochettino, en tant qu'entraîneur, je crois que ce serait un premier trophée pour lui. Je crois qu'il n'a jamais remporté. Il a remporté aucun titre, que ce soit avec l'Espagnol ou Tottenham et Southampton. Donc, pour lui aussi, ça peut être pas mal. Oui, t'imagines, au bout du troisième match, tu remportes déjà un titre. Franchement, ça ferait déjà un peu moins vierge, en tout cas dans son palmarès des trophées. Pour Neymar, s'il veut se venger, il reste un match au Vélodrome encore après. Donc, voilà. Et surtout que c'est quand même bizarre parce que la blessure Neymar, on avait annoncé 15 jours, on dit que c'est pas très grave, et finalement, ça a pris plus de temps que prévu en fait. Je sais pas comment répondre, mais. Moi, j'avais annoncé 4 semaines. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai, je me rappelle. Non, mais parce qu'ils avaient annoncé 15 jours à la base, mais au final, ça prend plus que 15 jours cette entorse à la cheville. Ouais, parce que je pense que, comme d'habitude, ils ont eu le feu parce qu'il y avait Lille et qu'ils se sont dit il faut absolument le récupérer pour Lille, c'est un gros match, etc. Mais finalement, il n'y a pas que ça. C'est aussi le fait qu'il soit parti plus tôt en vacances que les autres, qu'il n'a pas pu soigner peut-être correctement cette cheville. Il y a peut-être ça aussi. Hein. Oui, mais parce que je rappelle qu'il est parti avant le dernier match, un jour, la veille, je crois. Oui, mais parce qu'en fait. Et qu'il est rentré la veille de l'entraînement. Est-ce que là-bas au Brésil, il a été sérieux? Est-ce qu'il a vraiment fait les soins, etc. Il y a aussi cette question. Quoi. Le truc, c'est que quand ils avaient annoncé les 15 jours, c'est parce qu'il y avait Lille qui arrivait rapidement et qu'ils se sont dit faut qu'on ait une chance de le récupérer pour ce match-là. Finalement, une fois que c'était pas 15 jours. Un peu de l'intox aussi, peut-être pour. Voilà.
payer Lille. Aller au bout du protocole. En général, une entorse comme ça, c'était 4 semaines. Après, à l'époque, c'était Tourelle, hein. Rappelez-vous. Et Tourelle, on sait que pour lui, il fallait absolument avoir Neymar. Et d'ailleurs, il avait dit oui, on va tout faire pour avoir et tout, comme si les autres joueurs autour ne pouvaient pas faire un bon match contre Lille. Donc voilà. Ouais. De toute façon, il n'est pas, excuse-moi Hugo, il n'est pas apte à débuter de toute manière, ça c'est une certitude. Est-ce qu'il sera dans le groupe? Est-ce que tu le fais rentrer 10-15 minutes pour reprendre du rythme? Le problème de ce match, c'est que soit le match il est plié un quart d'heure de la fin et tu le fais rentrer, donc il va commencer à chambrer, il va aller chercher Alvaro et il va se prendre un mauvais coup. Soit le match n'est pas plié, dans ce cas-là, il va être super tendu. Et puis, de toute façon, dans les deux cas, il va aller chercher Alvaro tout de suite, le connaissant. Donc, même sans parler du physique, je pense que c'est pas une bonne idée du tout de l'aligner sur ce match parce que voilà, l'échéance, c'est pas. Il est important, hein, ce trophée, hein, mais voilà, l'échéance, comme vous le dites bien, c'est Barcelone dans 7 matchs et que tu as besoin d'un Neymar qui monte en puissance. Là, imagine, tu fais une rechute parce que tu reprends un coup tout de suite. C'est ça, vraiment un truc, tu t'en bouffes les doigts après. Donc. Par contre, pour Pochettino, ça peut être intéressant parce que je pense que Marseille va jouer très, très défensif. Ils vont peut-être jouer ultra, ultra défensif. Donc, ça peut être intéressant de voir comment Pochettino va préparer l'équipe et ce qu'il va mettre en place pour jouer contre ce type de blocs bien regroupés. Et je suis sûr que ça va être un bloc bas. Parce que là, il va s'appuyer sur le match de Saint-Etienne et surtout celui de Brest pour préparer son équipe, Villas-Boas. Et quand on voit que contre Brest, Paris a joué très haut, très agressif, etc., ça va être intéressant de voir l'opposition et je suis quasiment sûr que Villas-Boas va mettre le bus derrière. Et là, peut-être avec le retour de Florenzi qui joue vachement haut. Bon, malheureusement, à gauche, il n'y a pas Bernat. Il y aura toujours. Je pense que ce sera Kurzawa, je pense. Je pense même pas que ce soit Becker parce que Becker, on a vu les limites. Alors peut-être qu'il va choisir Kurzawa sur le côté gauche contre Marseille. Ouais, ça va être intéressant de voir l'opposition. Ça va être très intéressant parce que je pense que Marseille va rien proposer. Ça sera en tout cas une opposition différente de ce qu'a montré Saint-Etienne, qui a quand même agressé un peu le porteur du ballon. Exactement. Et Brest, qui est une équipe très joueuse et qui a posé des difficultés au Paris Saint-Germain. Donc on verra tout ça, évidemment, on le débriefera dans le podcast jeudi matin. Donc mercredi 21h au stade de Bollaert à Lens, trophée des champions finale entre le Paris Saint-Germain et l'OM, et on le débriefera dans le podcast. Je voulais vous remercier Yacine, Mousse et Nico, on arrive à la fin du podcast. Merci à vous d'avoir été avec moi pendant ces 7 heures dépassées pour parler de toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Et puis donc, on se retrouve jeudi pour parler de ce match. Salut à tous et une bonne journée. Ciao. Ciao. Salut.